Bonjour, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. 110 000 manifestants hier dans toute la France contre ce que vous avez appelé le coup de force de Macron. Car selon Jean-Luc Mélenchon, qu'on vient d'entendre et qu'on vient de voir, le président a volé le résultat des élections législatives anticipées aux Français en nommant Michel Barnier à Matignon. Néanmoins, c'est bien avec ce nouveau gouvernement que vous devrez travailler, car arithmétiquement, vous ne parviendrez théoriquement pas à le renverser. La question est donc principalement pour nous ce matin, qu'allez-vous faire? Et pour vous questionner ce matin avec moi, Christophe Jacubizine, bonjour, du journal Les Échos, et bonjour à Mathieu Bock-Côté. Bonjour. 48 heures donc après l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, une partie de la France a manifesté. Grand rassemblement annoncé depuis plusieurs semaines déjà contre le coup de force de Macron, lorsque la gauche dans son ensemble a bien compris que le chef de l'État n'avait aucunement l'intention de nommer Lucie Castet à Matignon. On est bien d'accord, c'est 110 000 manifestants dans 150 villes de France, c'est contre Emmanuel Macron, c'est pas contre Michel Barnier. D'abord, non, on n'est pas tout à fait d'accord, parce que les chiffres que vous avez annoncés sont, comme vous l'avez dit dans le journal précédemment d'ailleurs. Selon la préfecture de police. Voilà, généralement, on cite au moins les deux chiffres pour que chacun 300 000 selon les organisateurs. Voilà, je me permets de faire cette précision. Mais oui, évidemment, les gens qui se mobilisent, c'est à la fois contre le gouvernement qui vient d'être mis en place, mais bien évidemment, tout le monde a compris que le responsable de ce vol, de ces élections, oui, j'assume ce terme, vous disiez selon Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu il y a quelques heures publier un sondage qui disait que je crois 55% des Français étaient d'accord avec cette idée que le président de la République avait volé le résultat des élections législatives. Donc c'est pas seulement selon Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais 52% des Français ce matin sont d'accord pour Michel Barnier à Matignon. Comme quoi, sans doute faut-il un petit peu prendre de manière générale les sondages avec prudence, parce qu'ils disent des choses assez contradictoires. En tout cas, je crois que tout le monde a compris que le responsable de ce coup de force, il a un nom, il a une adresse, il s'appelle Emmanuel Macron et il habite à l'Élysée. Donc je pense que les gens qui se mobilisent, ils se mobilisent bien évidemment contre le gouvernement qui vient d'être mis en place, mais ils se mobilisent essentiellement contre le président. Mais pourquoi est-ce que vous dites, ou en tout cas Jean-Luc Mélenchon dit qu'Emmanuel Macron a volé l'élection? Parce que premièrement, personne n'a gagné les élections. Nous avons 3 blocs quasi égaux à l'Assemblée nationale. Et deuxièmement, il serait plus juste de dire que c'est le Front républicain, dans ce cas-là, qui a gagné l'élection législative. Monsieur, dans nos institutions, il y a des pratiques politiques et le résultat au soir du deuxième tour des élections législatives, c'est que parmi ces 3 blocs, il y a un bloc qui arrive devant les deux autres. Bon, donc ça s'appelle gagner. Quand vous arrivez premier, qu'il y en a d'autres qui arrivent deuxième et qu'il y en a d'autres qui arrivent troisième, généralement, on dit que c'est le premier qui gagne. Aux Jeux Olympiques, celui qui arrive premier, il a la médaille d'or, celui qui arrive deuxième, il a la médaille d'argent. Vous voyez, quand il y a une majorité relative, tout le monde en est conscient, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Et à partir du moment où le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, l'habitude institutionnelle, la lettre de la Constitution, l'expérience de ce qui se fait partout dans les démocraties du monde, c'est de nommer celui qui est arrivé en tête pour diriger le gouvernement, tout simplement. Christophe Jacubizzi. La Constitution, c'est de trouver effectivement un gouvernement qui ait une majorité absolue ou relative et qui parvienne à gouverner. La règle républicaine, c'est pas qu'on prend le parti arrivé en tête, on prend le parti qui est capable de faire autour de lui une majorité. On verra si c'est le cas de Michel Barnier, qui est issu des LR. Mais vous, quand l'hypothèse, effectivement, d'un gouvernement mené par Lucie Castet a été étudiée, il fallait, à partir de 180 députés, que vous essayiez d'en avoir au moins 100 de plus, peut-être un petit peu moins. Mais il fallait nous le laisser le faire. Mais sauf que vous avez dit à plusieurs reprises que c'était le programme du LFP, tout le programme, rien que le programme, ce qui interdisait à un allié de vous rejoindre. C'est vous qui avez rendu la possibilité d'un gouvernement impossible. Écoutez, moi j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais je veux bien le refaire sur ce plateau, qu'il fallait distinguer ce que nous avons dit toutes les forces du nouveau Front Populaire. Le fait qu'à partir du moment où nous étions arrivés en tête, il fallait d'abord nous laisser notre chance. Il n'y a pas dans la Constitution la règle qu'a inventée le président de la République Emmanuel Macron, qui est vous ne pouvez nommer un Premier ministre que si a priori il y a une garantie de non-censure. Ça n'existe nulle part. Vous auriez préféré qu'on nomme quelqu'un de chez vous, quitte à ce qu'il se fasse censurer dans les tout premiers jours. Mais attendez, oui. Oui, Mais, d'accord. Mais
mais je ne pense pas qu'il se serait fait censurer dans les tout premiers jours. Et en fait, personne ne peut le savoir. Et certainement pas le président de la République, qui ne peut pas s'arroger le droit de parler à la place des 577 députés. Maintenant, je réponds à votre question. Nous avons toujours dit les choses de manière très claire. Le gouvernement qui devait être mis en place devait avoir comme base, comme objectif, comme feuille de route, le programme du nouveau Front populaire. Et on a utilisé cette formule, tout le programme, rien que le programme. Mais nous avons dit aussi, moi, Jean-Luc Mélenchon, Lucie Castet, qui était notre candidate et qui est toujours notre candidate à la fonction de Première ministre, nous avons dit ensuite il faudra aller chercher des majorités à l'Assemblée nationale sur les textes de loi qui croient que nous avons pensé un seul instant que dans une situation de majorité relative, il allait être possible à l'Assemblée nationale de faire passer l'ensemble de notre programme. C'est pas le sujet. L'idée, c'est de dire le gouvernement, il a cette boussole-là, et après, les compromis, comme on dit, ils se travaillent à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est ce qui va se passer aujourd'hui avec Michel Barnier. Oui, mais Michel Barnier, enfin quand même, je sais pas, il me semble que ça devrait interroger tout le monde. Michel Barnier a été nommé Premier ministre alors qu'il est issu d'une formation politique qui arrivait dernière des dernières élections législatives. Ça arrive dans plein de pays où on prend un petit parti non, ça n'arrive pas dans plein de pays. Et où il essaye de constituer autour de lui ça n'arrive pas dans plein de pays. Excusez-moi. Où des partis minoritaires... Écoutez, prenez les exemples de ce qui s'est passé. Oui, mais d'accord, mais ces partis-là, ils sont toujours issus de la coalition qui arrivait en tête quand ça se produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça me paraît... Et c'est quand même une... il me semble qu'on ne devrait même pas avoir besoin de discuter pendant des heures et des heures. On ne va pas discuter pendant des heures parce que moi j'aimerais savoir ce qu'on fait maintenant. Oui, j'ai compris. Mais écoutez, je sais pas, prenez l'exemple de l'Espagne. En Espagne, la droite est arrivée en tête aux dernières élections législatives. Le roi a confié d'abord la responsabilité à la droite d'essayer de trouver une majorité. La droite a essayé, elle n'a pas réussi. Ensuite, le roi a dit, je m'adresse au deuxième pour lui dire, c'était le Parti socialiste espagnol, pour lui dire à votre tour maintenant d'essayer. Et eux ont réussi. Pourquoi en France, le président de la République a décidé que de sa propre décision à lui, la première étape n'existait pas? Excusez-moi, c'est choquant. Et c'est une remise en cause de toutes les habitudes de la Ve République. Est-ce qu'à certains égards, le Front républicain ne s'est pas retourné contre vous? C'est-à-dire, au moment des législatives, Front républicain contre le RN, et ensuite les forces politiques disponibles à l'Assemblée ont dit tout sauf le NFP. Et de ce point de vue, selon le jeu majoritaire, à l'Assemblée, vous étiez définitivement minoritaire. Mathieu Bocoté, le sujet, c'est pas moi. Le problème, c'est que le Front républicain s'est retourné contre les électrices et les électeurs qui l'ont fait. Je veux dire, moi, j'ai pas appuyé sur un bouton. Si les gens, au deuxième tour de l'élection législative, ont massivement décidé de voter pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, parce que ça s'est produit, c'est eux qui l'ont décidé, c'est pas moi qui l'ai décidé à leur place. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière séquence? C'est qu'en inventant cette règle de la non-censure a priori, là, le président de la République a donné au Rassemblement national le droit de vie ou de mort sur un gouvernement. C'est ce qui s'est produit. Et on apprend ce matin... du Front républicain aujourd'hui. Et on apprend ce matin dans la presse, ce que tout le monde pressentait, que en fait, M. Macron et Mme Le Pen se sont mis d'accord pour voler le vote des Françaises et des Français. C'est ça qui s'est passé. Et ceux qui sont trahis dans cette histoire, c'est à la fois les électeurs de M. Macron, parce que les électeurs de M. Macron, au deuxième tour, ils ont voté majoritairement pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, et ils se retrouvent avec l'extrême droite comme faiseur de roi. Mais attendez, je veux dire quand même que les électrices et les électeurs de Marine Le Pen sont aussi trahis dans cette histoire, parce qu'il me semble qu'ils ont voté en espérant une rupture avec le macronisme, et ils se retrouvent en quelque sorte comme la béquille d'un gouvernement dont tout le monde sait que Marine Le Pen se retrouve avec le doigt sur la gâchette, si j'ose dire. Oui, d'accord. Donc, mais pour l'instant, elle a un sacré pouvoir avec son parti. Mais pour l'instant, c'est elle qui permet aux politiques macronistes de bénéficier d'un sursis par sa décision. Parce qu'excusez-moi, tout le monde sait que si Michel Barnier a été choisi, c'est parce que le président de la République a considéré qu'il ne remettrait pas fondamentalement en cause la politique que le président de la République met en place. Nous avons deux possibilités devant nous à la rigueur, un gouvernement issu du bloc central et un gouvernement issu du NFP. Peut-être que le RN, de leur point de vue, se sont dit lequel est le moins pire. Vous leur poserez la question, mais peut-être que le RN, s'il se prétend démocrate, devrait accepter l'idée que quand une formation politique a gagné les élections, c'est d'abord à elle qu'on confie la responsabilité de gouverner. Parce que vous pouvez essayer de répéter sur tous les plateaux de télévision que le nouveau Front populaire n'a pas gagné les élections, mais j'observe qu'il y a 2 ans... On dit pas qu'il n'a pas gagné, on dit qu'il est arrivé en tête, ce qui n'est pas exactement pareil. Le résultat... Pareil. Manuel Bompard... c'est hyper drôle. C'est là où nous la phrase que vous venez de prononcer est quand même extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Il est arrivé en tête, mais il n'a pas gagné. Regardez bien. Vous gagnez quand vous êtes majoritaire. Mais attendez. Dans une démocratie parlementaire. Vous avez 193 députés. Est-ce que je me trompe sur les chiffres? De mémoire, Manuel Bompard. Mais 193. Le bloc central, 160. Le RN, 143. Vous avez 3 blocs quasi identiques, avec surtout maintenant, arithmétiquement, si vous prenez le bloc central plus le RN,
Quand il y a une décision à prendre, ils sont plus nombreux. D'accord. Mais ça, après, le principe de la démocratie, c'est quand même d'éclairer les électrices et les électeurs avant une élection. Si vous considérez que ce que vous appelez le bloc central, moi je l'appelle pas central, le bloc extrême libéral, on va dire, parce qu'il est extrême, et le bloc d'extrême droite, en réalité, sont le même bloc, dans ce cas-là, il fallait qu'ils présentent des candidats communs au moment des élections législatives, qui présentent leur programme commun. Vous voyez, c'est ça la démocratie. Il y a une incohérence selon vous. C'est pas. Oui, il y a une incohérence. Quand Mathilde Panot disait ces derniers depuis les dernières élections, elle disait le bloc central n'est pas en légitimité de gouverner. Il n'a pas la majorité nécessaire. Ces réformes ne sont pas légitimes. On pourrait dire que le même raisonnement s'applique à vous aujourd'hui. Elle disait vous n'avez pas la majorité, vous n'êtes pas en position de gouverner. Mais vous n'en savez rien puisque le président de la République ne nous a pas laissé la possibilité d'avancer nos réformes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si Lucie Castet avait été nommée à Matignon, nous aurions obtenu une majorité à l'Assemblée nationale pour obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Nous aurions obtenu une majorité... Grâce à l'appui du RN. Mais grâce à l'appui de tous ceux qui l'auront voté. Et il n'y a pas que le RN et le NFP qui étaient opposés à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il y en avait d'autres. J'entends parler au bloc légitime. Mais je dis pas que c'était un bloc légitime, mais vous savez, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale et que vous déposez des propositions de loi, votre objectif, c'est d'avoir la moitié des 577 députés qui les votent. J'ai pas la possibilité, je vois pas pourquoi je vais me commencer à dire ces voix-là, je les compte pas. Ça existe pas, c'est pas ça la démocratie. Bien, comme j'ai dit, on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, c'est Michel Barnier qui est à Matignon. Comment est-ce que vous allez composer avec lui? Je dis bien composer ou essayer de composer. On voit ça dans un instant sur CNews et sur Europe. De la France Insoumise, Michel Barnier est donc arrivé à Matignon jeudi. Son discours de politique générale, celui sur lequel Marine Le Pen a promis d'être très attentive, ne devrait intervenir que début octobre. Pourtant, quelques mots très choisis n'ont échappé à personne sur le perron de Matignon, alors que Gabriel Attal, en partance, semblait dire à Michel Barnier « Vous avez sur votre bureau le dossier de l'école, celui de la santé, celui de la sécurité, de la transition écologique. » Vous avez vu tout de suite la réaction du nouveau Premier ministre. J'apporterai ma valeur ajoutée. Il y aura des changements et des ruptures. Pour vous, vraiment, au vu de ces premières pistes, que la politique du gouvernement sera celle d'une continuité quasi identique de la politique d'Emmanuel Macron. On n'a pas l'impression que Michel Barnier arrive en télégraphiste, si j'ose dire. Écoutez, on va le voir, mais les premières intentions qu'il a exprimées et les conditions même de sa nomination, pour moi, oui, permettent de dire sans trop se tromper que la politique qui va être mise en place s'inscrit dans la continuité avec le macronisme. Sinon, le président de la République aurait fait un autre choix de Premier ministre que celui-là. Et ça, c'est pas un procès d'intention. C'est commenté dans la presse. On sait qu'il a eu des échanges avec d'autres. Que par exemple, pour prendre un exemple très concret, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans. Il est évident qu'une majorité des Français aujourd'hui et pour abroger cette réforme, et que le président de la République s'est opposé à toute nomination d'un Premier ministre qui envisagerait de la remettre en cause. Alors justement, une question sur la réforme des retraites, puisque vous l'évoquez. Marine Le Pen dit ce matin qu'elle va déposer dans la niche parlementaire qu'elle a le droit une proposition pour revenir aux 62 ans et aux 42 annuités. Est-ce que vous voterez cette proposition du RN? Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez peut-être loupé un épisode, mais au mois de juillet, juste après l'élection législative, nous avons déposé une proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc nous, ce que nous demandons pour l'instant, c'est que notre proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la date de la niche du Rassemblement national, pour qu'on puisse voter sur notre proposition de loi. C'est celle que nous avons déposée au mois de juillet. Pour le reste, si maintenant vous êtes en capacité de me dire précisément quelle est la position du Rassemblement national sur les retraites, vous êtes très très fort, parce que je crois que dans ce pays, il n'y a pas une personne en France qui l'a compris. Marine Le Pen le dit ce matin, 62 ans, 42 annuités. Mais Jordan Bardella, j'ai fait un débat avec lui et Gabriel Attal il y a quelques semaines pendant la campagne des élections législatives. À une question d'un journaliste, disait c'était 65 ans. Donc je crois qu'il n'est pas très très clair. Je ne sais pas s'il a bien compris comment tout ça fonctionne. Est-ce que c'est possible qu'un texte comme celui-ci, 62-42, soit voté et par le RN et par le nouveau Front Populaire? En tout cas, je forme le vœu que nous déposions cette proposition de loi, ce que nous avons déjà fait, et qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ensuite, je forme le vœu qu'il y ait une majorité de députés qui le votent. Donc si le Rassemblement national
le vote, très bien. Et si ça permet ensuite d'avoir l'abrogation de la réforme des retraites, je pense que ce sera vraiment quelque chose de bien pour le peuple français. Alors, un mot sur Michel Barnier. Plusieurs considèrent qu'il représente un style nouveau, mais pas simplement de manière superficielle. Je m'explique. On dit, il a eu dans son discours, son premier discours, un appel au respect de toutes les familles politiques, à la fin de l'arrogance en quelque sorte. Est-ce qu'il correspond à un besoin d'apaisement dans la société française pour un temps, c'est-à-dire après des mois très chargés politiquement, une forme de pause ou d'accalmie? Mais Mathieu Bock-Côté, sa nomination est déjà un irrespect des électeurs du nouveau Front Vous l'avez populaire. déjà dit, ça, Manuel Bompard. Oui, d'accord, mais il dit qu'il va respecter l'ensemble des familles politiques. Il dit ce matin dans le JDD, je regarde, c'est tas de visages. Il a dit les bonnes idées doivent venir de partout. Magnifique. Il l'a dit sur le perron de Matignon. Il a dit il faut écouter les gens d'en bas. Ah, super. C'est quoi, c'est de la com? Mais non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Il vient d'arriver, vous lui laissez même pas le temps. Vous dites déjà, vous balayez du revers de la main, vous dites ça c'est de la com, ça on ne le croit pas. Non mais je vous dis d'abord, je sais pas, ça me paraît être une évidence que le principe de sa nomination, puisque c'était la question de Mathieu Bock-Côté, est une marque de non-respect des aspirations qui ont été exprimées par les électrices et les électeurs du nouveau Front populaire. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que moi, mon sujet, c'est pas la com, le style. Mon sujet, c'est qu'est-ce qu'il a l'intention de faire concrètement et qui permet d'apporter des réponses aux problématiques des Françaises et des Français. Vous le verrez, il a quand même déjà eu quelques mots. Et dans ces quelques mots, je vois qu'il a écarté un certain nombre de choses qui pourtant ont été très largement exprimées par les Français au moment des élections. Sur les retraites, par exemple, il a dit, pour moi, il n'est pas question d'abroger la réforme des retraites. Mais de l'amender, a-t-il dit? Oui, voilà. Donc, en gros, il a dit une proposition de loi dans laquelle on va faire semblant. Oui, mais il a dit qu'il ne s'interdisait pas de faire des changements au niveau de la fiscalité. Alors, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Vous allez être, j'imagine, reçu. Vous allez avoir des... je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas été invité, en tout cas, à échanger avec lui. Mais vous comprenez le contraste, c'est-à-dire depuis 2 ans, le vocabulaire est dominant. Les extrêmes. Donc vous et le RN êtes renvoyés aux extrêmes. Le simple fait de ne plus être traités comme des parias en tant que tel, c'est pas un progrès démocratique? Mais non, mais Monsieur Bock-Côté, il est obligé de dire ça parce que c'est ce qui a été négocié entre le président de la République et Marine Le Pen pour lui permettre de survivre à la première motion de censure. Tout le monde le sait. Enfin, faisons pas comme si ici... Donc, Marine Le Pen a dit à M. Macron, je ne ferai pas tomber le gouvernement si le Premier ministre montre qu'il a du respect pour les électrices et les électeurs du Rassemblement national. Et comme M. Barnier est un bon élève, il a noté, et puis à son premier discours de politique générale, il dit, moi, je respecte l'ensemble des électrices et des électeurs. Et au moins, Marine Le Pen, elle est contente. C'est seulement ça. Mais du coup, il respecte les 11 000 électeurs du RN au premier tour. Mais qui ne les respecte pas? Je veux dire, par définition, à partir du moment où ce sont des électrices et des électeurs, en démocratie, il faut tenir compte des aspirations qu'ils expriment. Moi, je ne vois pas en quoi... et respecter leurs représentants? Mais ça, c'est autre chose, monsieur. La question, c'est de respecter les aspirations qui sont exprimées par les électrices et les électeurs. Ça, c'est important dans une démocratie. Ça, c'est déterminant. Ensuite, on peut avoir de la conflictualité, des confrontations très fortes avec leurs représentants. On peut considérer, par exemple, et c'est ce que je considère, que les représentants du Rassemblement national trompent une partie de leurs électrices et de leurs électeurs. Et ça, c'est pas contraire à la démocratie de le dire. Mais quand vous dites il faut écouter les aspirations de ses électeurs, c'est quoi votre diagnostic? Quand un électeur vote RN, pourquoi il vote RN? C'est quoi ses aspirations, ses angoisses, ses incertitudes, ses doutes? Je pense qu'il y a forcément plusieurs facteurs et plusieurs éléments. Il y a une part de rejet de la classe politique dans son ensemble, du sentiment finalement que les politiques qui ont été mises en place et les gens qui se sont succédés au pouvoir depuis des années et des années finalement n'ont rien fait pour régler les problèmes en particulier des catégories les plus modestes de la population. Ça, c'est une partie de l'explication. Et il y a une deuxième partie de l'explication sur laquelle je ne peux pas faire abstraction non plus, qui est que petit à petit, notamment parce que les dirigeants du Rassemblement national ont essayé d'expliquer aux gens que le problème, c'était pas l'inégal partage de la richesse, que le problème, c'était pas la confiscation du pouvoir par une petite minorité, mais que le problème, c'était la couleur de peau de celui d'à côté, sa religion ou je ne sais quoi, il y a une partie des électeurs qui ont été dominés, gangrénés par cette pensée et qui pensent effectivement que finalement, une bonne politique, c'est une politique qui raciste, qui rejette l'autre, etc. Donc il y a ces deux motivations qui existent dedans. La critique de l'immigration
massive, pour reprendre le vocabulaire convenu. Pour vous, c'est discrimination raciale, discrimination religieuse. Ben, ça dépend comment elle s'exprime, mais pardon, excusez-moi. Le souci pour l'immigration en tant que tel, pour vous, c'est... Enfin, Mathieu Bock-Côté, dans le vocabulaire et dans les propositions du Rassemblement national, oui, c'est clairement le cas. Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas seulement moi qui ai été largement indigné dans ce pays que le Rassemblement national propose pendant les élections législatives que certaines personnes, parce qu'elles avaient une double nationalité, ne puissent pas exercer certains emplois. Si ça, c'est pas de la discrimination, de la xénophobie et du racisme, qu'est-ce que c'est? Si je peux me permettre, je fais la distinction. C'est la couleur de peau. Vous avez utilisé ce terme-là. Oui. Je n'ai pas l'impression, mais peut-être avez-vous une citation à l'esprit, de chez les dirigeants du RN aujourd'hui, de distinguer les Français sur cette base. Ah bah vous voulez qu'on reprenne le CV d'un certain nombre de candidats présentés par le Rassemblement national vous, au moment RN est des un élections parti raciste législatives? Ah bah oui, clairement, oui. Bien sûr, et qui a présenté lors des dernières élections législatives des candidats parfois racistes, parfois antisémites, oui. Et ça, c'est pas pour moi, c'est documenté. Si vous voulez, vous pouvez faire un reportage spécial. Et à LFI, il n'y a pas de candidat antisémite? Non, aucun, monsieur. Aucun. Bah, si vous êtes capable de me produire un exemple, vous allez me le dire. Et il y a eu une personne pendant la campagne des élections législatives qui avait eu des propos qui étaient des propos, disons, ambigus. Elle a été désinvestie sur le champ. Vous voyez? Alors qu'au Rassemblement national, il y en avait par vingtaine, par trentaine, des candidats qui effectivement tenaient des propos racistes et antisémites. Mais je reviens sur la scène politique en général, Oui. parce qu'il me semble assez important. Vous nous dites, il y a une majorité objective à l'Assemblée, je pense pas me tromper, de droite, entre guillemets. Entre le bloc extrême libéral, ce sont vos mots, et le bloc d'extrême droite. L'Assemblée est majoritairement à droite aujourd'hui. Ça dépend ce que vous... Peut-être, oui, bien sûr. Bah, en tout cas, du point de vue des orientations politiques que pourrait mettre en place le bloc macroniste et l'extrême, mais ça ne veut pas dire que le pays l'est. Oui, donc l'Assemblée majoritairement à droite, mais le pays ne l'est pas. Et au final, c'est la gauche qui est majoritaire en France? Mais ça, moi, je dis que ça dépend sur quel sujet. Mais par exemple, la question d'un plus grand partage de la richesse, si vous interrogez les Françaises et les Français sur ce sujet, ils sont majoritairement pour. L'idée qu'aujourd'hui les salaires ne permettent pas de vivre de son travail et qu'il faut augmenter les salaires, si vous interrogez les Français, ils sont majoritairement pour. L'idée qu'il faut plus de justice sociale et de justice fiscale, les Français sont majoritairement pour. Donc oui, sur un certain nombre de sujets, je pense que le pays est majoritairement du côté des idées de gauche. Je voudrais revenir sur l'immigration pour comprendre votre position. Michel Barnier, au cours des dernières 48 heures, il a dit une chose sur l'immigration. Il a dit que les Français avaient le sentiment que les lois n'étaient pas respectées. Est-ce que c'est un diagnostic il ne parle pas de s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez. Il dit les Français ont l'impression qu'on ne respecte pas la législation en vigueur. Est-ce que vous pensez que c'est exact comme diagnostic? Non, je pense qu'on a empilé des lois sur l'immigration. Je pense que depuis le début des années 80, on doit être à 20 ou 30 lois sur l'immigration qui se sont toujours inscrits dans la même logique, qui est une logique qui consiste à dire plus on va empêcher les gens d'arriver, moins ils vont venir. Et en vérité, cette logique a été la fausseté de cette logique a été démontrée, puisque au fur et à mesure qu'on empile les lois sur le sujet, ça ne réduit pas, si c'est ça l'objectif de certains, les flux migratoires. Donc la question, de mon point de vue, c'est de changer de logique. Et changer de logique, c'est de rappeler qu'on ne part pas de son pays par bonheur et par plaisir, et que donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les gens qui partent n'aient pas besoin de partir. Mais on reste toujours dans cette logique ultra sécuritaire, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, d'arrêter les accords économiques avec un certain nombre de pays qui les appauvrit et qui poussent ensuite des gens à partir, pour vous prendre cet exemple-là. Donc si vous voulez apporter une réponse, parce que c'est pas un bonheur pour les gens de partir, vous savez, quand vous êtes arraché à votre terre, à votre famille, aux gens avec qui vous avez grandi, c'est pas un plaisir de s'en aller. Donc quand on s'en va, c'est qu'on n'a pas le choix. Et donc l'idée qui consiste à penser que parce qu'on va multiplier les barrières à l'entrée, on va réduire les flux migratoires, ça ne fonctionne pas. C'est sous nos yeux. Mais on continue dans la même logique. Donc M. Barnier, il mettra sa part et continuera dans la même logique. Et puis reprendra, excusez-moi, je vais m'arrêter, reprendra les pires idées du Rassemblement national. Il l'avait déjà fait, comme cette idée que si on va supprimer l'aide médicale d'État, les gens vont moins venir. Tout le monde sait que si on supprime l'aide médicale d'État, surtout les gens vont être... Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, est notre invité ce matin dans le Grand Rendez-vous. À tout de suite. CNews Les Échos avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Hier, vous étiez entre 110 000 et 300 000 selon les chiffres. Ouais, enfin, vous avez dit 160 000 à Paris, oui. La police dit 26 000, pardonnez-moi, mais il y en a un qui se gourde de 130 000, ça me paraît énorme quand même de se tromper. Moi aussi, ça me paraît énorme. Ouais. Eh ben, très bien. La semaine dernière, si vous croyez le ministère de l'Intérieur en France dans une manifestation contre le gouvernement, je ne peux plus rien faire pour vous. Une tentative de rassembler pour une destitution au titre de l'article 68, destitution du président de la République. Vous avez rassemblé 81 signatures sur 577, c'est maigre. 110 000, même 300 000, c'est pas non plus 1 million de personnes dans la rue.
Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Est-ce que vous serez dans l'obstruction parlementaire? Est-ce que vous allez être dans les blocages des trains, des usines, des dépôts pétroliers? Je voudrais, pardonnez-moi Manuel Bompard, comprendre quelle est votre logique aujourd'hui. Est-ce que c'est on essaye de travailler avec Michel Barnier parce qu'il faut sauver le pays, parce que les Français sont exsangues, ils n'en peuvent plus de cet épisode estival où on a eu 52 jours sans gouvernement? Est-ce qu'on se met tous ensemble à travailler autour même d'un Premier ministre qui ne vous plaît pas, ou est-ce qu'on est dans l'opposition systématique? Mais monsieur, bon, d'abord, je veux vous dire que la motion de destitution du président de la République a été déposée à l'Assemblée nationale. Il faut 58 députés pour la signer. Donc vous pouvez trouver que 81, c'est pas suffisant, mais en fait, c'est plus que ce qu'il est nécessaire de pouvoir réunir pour pouvoir déposer cette motion. Oui, mais après, il faut un vote. Vous le savez voilà, bien pour que l'instant, il n'a pas eu lieu. Donc attendons de voir jusqu'où va cette procédure avant d'essayer comme ça de l'enterrer par avance avant même qu'elle ait pu voir le jour. Donc, vous êtes pour l'instant, elle voit le 193, je jour. crois qu'il faut 200, il faut les 2/3. Donc, Oui, mais d'abord, il y a des étapes dans cette procédure. D'abord, il faut un vote à la majorité du bureau de l'Assemblée nationale. Or, le nouveau Front populaire est majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais là, vous me répondez. Ça veut dire que vous continuez dans la procédure de destitution. Je vais vous répondre à votre question de manière très simple, mais je veux vous dire que vous ne pouvez pas, en quelque sorte, faire passer ceux qui veulent exprimer leur opposition au gouvernement de Michel Barnier pour des gens qui, en fait, ne veulent pas faire avancer le pays, veulent le bloquer, parce que c'est précisément l'inverse. Ça, je vous ai posé une question un petit ouverte. peu, on m'avait dit, les gens vous n'en voulez peuvent travailler avec Michel Barnier ou est-ce que vous voulez rester dans l'opposition? Mais pour faire quoi? Regardez, prenons un exemple concret. Hier, M. Barnier fait son premier déplacement. Il va au chevet, dit-il, de l'hôpital public. Et il a raison. C'est un sujet qui est un sujet majeur, c'est un sujet très fort de préoccupation des Français. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va falloir continuer à faire des économies. Bon. Dans le même temps, vous avez le président de droite de la Fédération hospitalière de France qui dit « Nous attendons qu'il y ait 6 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital public dans le prochain budget. » Donc, si vous voulez répondre aux problématiques des Français, c'est-à-dire améliorer la situation de l'hôpital public, alors déjà, M. Barnier a commencé à dire ça sera avec moins d'argent. Ben ça, c'est pas possible. De la même manière, les Français disent il nous faut des médecins, et ils ont raison, on appelle ça les déserts médicaux, c'est-à-dire les endroits où il n'y en a pas suffisamment. Bon, M. Barnier, pour l'instant, ne reprend pas les propositions de loi qui permettent de réguler l'installation des médecins. Tout ça pour dire, moi, mon sujet, c'est pas un tel, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et pour l'instant, je trouve que dans les directions qui sont données, oui, je pense que ça ne va pas résoudre le problème des Français. Alors justement, Manuel Bompard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une baguette magique? Parce que vous avez vu que Michel Barnier, le Premier ministre, a demandé un répit à la Commission européenne pour apporter les réponses de la France à la procédure de déficit excessif qui a été enclenchée par l'Europe. Un délai supplémentaire, évidemment, pour trouver. On a vu que le déficit s'est aggravé encore dans les dernières semaines. 5,5% de déficit du PIB pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je veux dire qu'il y a une part de scandale démocratique dans cette histoire, puisque on sait depuis maintenant plusieurs semaines que finalement le déficit réel risque d'être beaucoup plus grave que le déficit prévu par le gouvernement. Et cette information a été cachée, masquée, y compris aux parlementaires. C'est un problème. Donc il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Attendez, mais ça, on va y venir. Parce qu'il peut y avoir des déficits, mais il y a aussi des marges de manœuvre financières, je vais y revenir. Mais premièrement, ça. Deuxièmement, pour des gens qui, depuis 7 ans, donnent à la terre entière des leçons d'économie et de bonne gestion budgétaire, pardonnez-moi, mais je pense que le Mozart de la finance, là, en l'occurrence, on a vu les résultats, j'ai pas l'impression que ça soit une très grande œuvre qui a été réalisée. Maintenant, sur le sujet sur lequel vous m'interrogez, les agences de notation, par exemple, disent le problème en France, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a renoncé à 50 milliards d'euros de ressources pour le budget de l'État par an. Vous confirmez ces chiffres? 47 et quelques milliards d'euros par an. Donc, il est tout à fait possible de récupérer et de changer de politique, parce que cette politique qui a consisté à distribuer des tonnes d'argent, on parle de 50 milliards d'euros par an pour une petite minorité qui se sont enrichis depuis 7 ans sur le dos du plus grand nombre, oui, je pense qu'il est possible d'aller récupérer cette manne financière et de la mettre au service du développement des services publics, en particulier de l'hôpital public. On connaissait que certaines déductions fiscales ont permis de créer des emplois, de faire de la croissance. Aujourd'hui, il y a 7% de chômage dans ce pays. C'est beaucoup moins, je ne fais pas du tout le bilan des 7 ans d'Emmanuel Macron, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 7 ans. Mais oui, forcément, on a rayé à tour de bras des inscrits à Pôle emploi, on a modifié les catégories, on a développé ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, on a développé... C'est pas une mauvaise chose, l'auto-entrepreneuriat. Ça permet à plein de gens de créer leur activité et d'être autonomes. Je ne condamne pas par principe l'auto-entrepreneuriat. Si, c'est ce que vous voulez faire. Non, monsieur.
Je n'ai pas condamné par principe l'auto-entrepreneuriat. J'ai dit que les chiffres de soi-disant réduction du chômage, elles se font majoritairement d'abord par des maquillages sur les chiffres, deuxièmement par le fait qu'on a créé des emplois qui sont des emplois précaires ou de l'auto-entrepreneuriat, que je ne condamne pas, mais dont je dis qu'il y a une forme de précarité dans cette activité parce qu'elle peut fonctionner pendant un an et pas forcément l'année d'après. Et que les salariés qui sont sous un régime d'auto-entrepreneuriat, ils bénéficient pas de la protection sociale dont bénéficient les autres salariés. Donc j'ai le droit de dire que ce modèle, pour moi, c'est pas un idéal pour le pays, mais je ne l'ai pas condamné. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bref, vous m'interrogez sur ce sujet. Si vous considérez que la politique économique du gouvernement est géniale et parfaite, vous en avez le droit. Je ne crois pas que Christophe ait dit ça. Non. C'est pas, vous me dites, ça a créé des emplois, ça a créé de la croissance, il y a moins de chômage, etc. Qu'en face des dépenses fiscales que vous avez justement soulignées, il y a eu de la création de richesse. Non, je ne le crois pas du tout. Mais vraiment, certes, pas du tout. Par exemple, pour vous donner un exemple, une des premières décisions du président de la République a été de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Et on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va faire revenir des gens qui sont partis en France. Beaucoup de choses il a fait l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pas vrai, monsieur. Enfin, écoutez, il y a eu des rapports qui ont été faits sur l'impact réel de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur le retour de gens qui étaient partis, et l'effet est marginal. Enfin, excusez-moi de vous le dire. Donc, j'écarte, excusez-moi, votre objection de cette manière. Maintenant, je vous dis, parce que c'était ça la discussion qui était en cours entre nous, qu'on a des besoins immenses en matière de développement des services publics. J'évoquais la question de la santé qui est sans doute la priorité majeure pour les Françaises et les Français. Et on ne fera pas une meilleure santé si on n'y accorde pas davantage de moyens. Donc ma réponse à votre question, c'est davantage de ressources. Et davantage de ressources, ça veut dire revenir sur les cadeaux qui ont été donnés aux plus riches, rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, faire une réforme fiscale pour que l'impôt soit effectivement progressif en France, revenir sur les baisses de cotisations sans aucune contrepartie sociale qui ont été accordées aux grands groupes et aux grandes entreprises, revenir sur un certain nombre de niches fiscales qui profitent en particulier à une poignée de plus riches et à une poignée de grandes entreprises. Et là, il y a des dizaines de milliards d'euros d'argent à aller chercher pour ensuite pouvoir les consacrer au service du plus grand nombre. Mais voilà, tout simplement ma logique économique. Si je comprends bien, pour vous, la question du déficit ou de la dette sont des questions. Il suffirait de penser autrement la fiscalité pour résoudre cette question. Il n'y a pas une question de surdépense en France, une dépense telle qui ne correspond pas aux capacités du pays? C'est mathématique, Mathieu Bock-Côté. Quand il y a un déficit, c'est que manifestement, on dépense moins que ce qu'on a comme recette. Vous êtes d'accord? Donc, vous avez différentes manières de le régler. Il y a ceux qui vont vous dire, donc il faut dépenser moins. C'est la logique que vous défendez là. Et moi, je vous dis, il faut avoir... Mais est-ce qu'il est imaginable que la France dépense davantage qu'elle n'en a les moyens? Mais la France a les moyens de dépenser plus. Je vous en ai fait la démonstration à cet instant. Donc vous pouvez continuer à dire ça si vous voulez. Mais après, c'est vous qui allez devoir aller au bout de votre logique et me dire qu'est-ce que vous avez l'intention de couper. Puisqu'on parle, je crois, de 26 milliards d'euros de coupe dans le budget. L'affirmation. Non mais attendez. Soyez concret. Soyez concret. Certains diront de votre politique fiscale qui se veut très ambitieuse, dans les faits, ralentirait l'activité économique. Ce ne sont pas des observations, ce ne sont pas des critiques qui viennent de nulle part. On les entend régulièrement. Vous ne croyez pas que votre modèle, en tant que tel, risquerait d'aggraver la situation de la France? Je vais vous dire, je pense précisément l'inverse, pour une raison très simple. C'est que quand vous êtes dans une situation qui est une situation de difficulté économique comme on est aujourd'hui, les politiques de réduction de la dépense publique sont des politiques qui engendrent un cercle qui est un cercle vicieux parce qu'elles ralentissent l'activité économique, parce que vous allez faire en sorte que les gens ne bénéficient plus de ce qui leur permet tout simplement de pouvoir consommer, y compris, on va dire, les besoins élémentaires. Et donc, vous allez avoir une politique qui va contracter l'activité, alors qu'au contraire, une politique de relance de l'activité économique, c'est une politique qui profite à l'activité, aux petites entreprises, aux carnets de commandes, aux artisans, aux restaurateurs, aux coiffeurs. Eux, ils ont besoin d'avoir des clients en face qui ont les moyens pour pouvoir aller chez le coiffeur et chez le restaurateur. Mais Manuel Bompard, ça relance effectivement l'économie, mais ces politiques de relance côté menée, regardez 1981, on voit leurs limites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'État n'a pas d'argent, les déficits augmentent, l'inflation aussi, la dette extérieure, et puis on arrête de nous prêter. Et donc on coupe le robinet de financement de la France, qui est déjà énorme. Mais donc, pourquoi vous voulez que l'État ait moins d'argent? C'est pas comme si on n'avait pas essayé ce genre de politique, et on connaît leurs résultats. Écoutez, on a essayé la politique d'Emmanuel Macron et on connaît le résultat. À 7% de on l'a sous les yeux. Au moins, il y a cette mais il n'y a pas de problème, j'ai compris que vous la trouviez très bien. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller dans les services d'urgence de nos hôpitaux qui ont fermé. Il y en a 50 qui ont été en situation de difficulté cet été. Et puis d'aller leur dire que ça marche super bien, que c'est génial. Puis après, je vous propose de sortir de l'hôpital et puis d'aller dans une classe, et puis d'aller dans une école, et puis d'aller voir les parents d'élèves de la classe dans laquelle il n'y a pas de prof parce qu'il a manqué 3000
enseignants au concours parce que les rémunérations sont beaucoup plus faibles que dans le reste de l'OCDE, et vous allez leur dire que la politique économique d'Emmanuel Macron, elle est géniale et elle est parfaite. Et vous allez voir que vous allez être super bien accueillis, j'en suis sûr. Merci Emmanuel Bompard. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Europe 1 CNews Les Échos avec le coordinateur de la France Insoumise et député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. La parenthèse olympique et paralympique prend fin ce dimanche. Mais c'était bien cette parenthèse. Ah bah c'est les compétitions sportives internationales, quand elles ont lieu, sont toujours des moments, je pense, d'engouement populaire autour des performances de nos sportives et de nos sportifs. Donc cet aspect-là est bien. Pour autant, moi, je ne l'ai pas vécu comme une parenthèse. Une parenthèse, ça consistera à essayer de faire croire que pendant ce temps, il ne se passerait plus rien dans le reste du pays. Et pardonnez-moi, mais donc pendant le mot la était mal parenthèse... choisi. Ben, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'était génial et que c'était parfait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant cette parenthèse, il y avait toujours des gens qui avaient faim, il y avait toujours des gens qui dormaient dans la rue, il y avait toujours des gens Plutôt que qui avaient... parenthèse, vous diriez diversion? Mais non, mais n'essayez pas de faire de moi la caricature que vous voudriez que je sois. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois, ressentir un certain engouement pour la ferveur populaire autour de la performance de nos sportifs et des événements internationaux, et pour autant ne pas considérer que ça doit nous rendre complètement imperméables aux difficultés du pays qui commencent à voir le jour. Que ça doit nous rendre complètement naïfs sur la manière avec laquelle le président de la République a utilisé cet événement sportif pour, en quelque sorte, gagner du temps pour ne pas respecter le résultat des élections, et on en a désormais le résultat sous les yeux. Bah oui, qu'est-ce qui l'empêchait? Tout à l'heure, vous me disiez, oui, mais les Français, ils en ont marre qu'on a mis 51 jours sans gouvernement. C'est vrai, on les interroge, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sondeurs. Okay, mais au bout de 10 jours, ils pouvaient nommer Lucie Castet, la candidate du nouveau Front Populaire. Hein. Moi, j'ai jamais demandé qu'on attende. On est en train de revenir au début de l'émission. Oui, mais je veux juste vous dire... on peut la refaire. Mais... Non, mais ne la refaisons pas. Mais c'est vous qui m'interrogez sur les Jeux Olympiques. Donc, je vous réponds que oui, ça a été à la fois un moment sportif enthousiasmant et à la fois un moment qui a été utilisé par le président de la République dans sa stratégie politique de gagner du temps. Il n'y a que les naïfs qui ne le voient pas. D'ailleurs, je reviens 2 secondes au début de l'émission. Ah, c'est vous qui revenez là. Oui. Mais on peut la refaire si vous voulez. Je l'assume. Merci. Point taken, comme on dit en bon français. Vous avez assez rapidement tout à l'heure dit Lucie Castet est toujours candidate à Matignon. Ça veut dire toujours, quoi exactement? C'est toujours notre candidate. Ça veut dire les choses très simples. Ça va me permettre d'être peut-être plus concis sur ce qu'on va faire maintenant, qui était votre question, qui a l'air de vous interroger. C'est simple, nous avons déposé une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Nous espérons faire tomber ce gouvernement et nous espérons contraindre le président de la République à respecter le résultat des élections et donc à nommer notre candidate Lucie Castet à Matignon. Première chose que nous allons faire. Deuxième chose que nous allons faire, nous allons poursuivre les mobilisations, parce que vous pouvez dire 300 000 personnes dans la rue, c'est pas énorme. J'entends dire des gens 300 000, quand on le ramène au nombre d'électeurs, c'est pas beaucoup. Faites une manifestation de soutien à Michel Barnier, dites-moi combien il y en aura dans la rue, puis après on comparera les deux si vous voulez. Bon, deuxièmement, nous allons poursuivre la mobilisation, et troisièmement, nous allons faire avancer la procédure de destitution du président de la République. J'en ai parlé tout à l'heure, j'en profite, il y a une pétition, c'est macron-destitution.fr, c'est à peu près justement 300 000 personnes qui l'ont signée, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux dans les prochaines semaines. Ça veut dire que vous considérez que l'issue de la crise actuelle, c'est une élection présidentielle. Vous souhaitez qu'elle soit anticipée et vous pensez qu'on ne peut pas, d'ici là, Michel Barnier parle de 3 ans de gouvernement tous ensemble, si je puis dire, c'est pas la bonne solution. Mais en fait, moi, ce que j'aurais préféré, le plan A, ça aurait été que le président de la République, tout simplement, accepte que quand on perd les élections, on abandonne le pouvoir. On a dit au début, personne n'a gagné, au fond, hein, vous savez. Mais arrêtez avec ce raisonnement. Enfin, moi, je ne veux pas reprendre l'émission depuis... Christophe Alcien, donc oui, enfin, on a le droit d'avoir plusieurs raisonnements. Non, enfin, pas sur ce sujet, non, parce que vous savez, même au 100 mètres, quand vous gagnez que d'un centième, c'est vous qui avez la médaille d'or et l'autre, il est deuxième. Ça fonctionne comme ça. Là, il faut constituer une majorité, on ne va pas revenir, on va pas refaire. Oui, mais vous ne voulez pas refaire le truc, mais j'observe qu'il y a 2 ans... Attendez, on ne va pas refaire, mais il y a 2 ans, quand le bloc macroniste bénéficiait d'une majorité relative à l'Assemblée nationale... Il leur manquait 30 députés, il vous en manque 100, c'est pas pareil. Mais à aucun moment vous avez dit ils sont arrivés premiers, mais ils n'ont pas gagné. Tout le monde a considéré qu'ils avaient gagné et que personne ne s'est posé la question. Et j'observe d'ailleurs qu'à cet instant, le président de la République n'avait pas dit pour Madame Borne « je dois vérifier qu'elle ne va pas être censurée avant de la nommer ». Donc vous pouvez avoir une logique à géométrie variable en fonction de l'identité des vainqueurs et des perdants. C'est en fonction du nombre de députés. Vous avez parlé tout à l'heure de majorité relative. J'entends bien que sur la sémantique, avec 193 députés du NFP, donc pas que seulement de la France Insoumise, du nouveau Front Populaire, vous avez une majorité relative, mais elle est quand même relativement
relatif par rapport à l'ancienne majorité de 2022. Et donc rien. Donc ça n'enlève rien au fait que c'est une majorité relative. Le travail parlementaire ne fonctionne pas. Mais vous n'en savez rien. Vous n'avez même pas laissé à Lucie Castet la possibilité d'aller construire des majorités sur les textes de loi. Mais Michel Barnier est issu d'une formation politique qui a fait 6% aux élections législatives. Et donc du coup, ça le met en échec directement. Mais attendez, vous venez de m'expliquer. Enfin, franchement, vous venez de m'expliquer que 193 députés, c'est trop relatif pour avoir la fonction de Premier ministre, et vous défendez quelqu'un qui a 40 députés. Et là, c'est pas trop relatif, là. 40 sur 577. Qui dit, non, mais d'accord, mais moi, je tends la main à tout le monde, super, tout le monde est gentil, et on est dans le monde des bisounours. Mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que vous venez de dire que 193 députés, c'était pas assez, et vous défendez la légitimité d'un Premier ministre issu de 40 députés. Égaux, et que du coup, quand il n'y a pas de majorité absolue, ça marche moins bien, vous l'aurez remarqué, sous la Ve République. Ah ben ça ne m'a pas échappé, mais ça, c'est peut-être qu'il faut en parler au président de la République qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bref, on va pas refaire le match si vous voulez, mais juste, il y a une règle de base, c'est que celui qui arrive premier, il a gagné. Ça, vous pouvez parler comme vous voulez, c'est comme ça. Voyons le prochain match, justement. Édouard Philippe a annoncé sa candidature pour 2027 il y a quelques jours. Gabriel Attal l'a presque fait à sa manière dans son discours d'au revoir, d'adieu, qui était presque un discours d'au revoir. François Bayrou aussi est candidat, non? Je crois qu'il l'avait fait il y a quelques mois, me semble-t-il. Donc, est-ce qu'on risque de se retrouver dans la séquence politique présente, si le bloc central éclate, entre guillemets? Arrêtez de l'appeler le bloc central. Le bloc macroniste, appelons-le comme ça. Mais non, mais cette idée d'essayer de faire croire qu'il serait au milieu. Le bloc même dans l'hémicycle, ils sont au milieu. Oui, d'accord, mais du point de vue des revendications des Français. En fait, s'il y a les présidentielles anticipées, ou même présidentielles tout court 2027, est-ce qu'on se retrouve devant un affrontement Mélenchon-Le Pen, encore l'affrontement longtemps annoncé, est-ce qu'on a devant nous? Alors, attendez, il y a plein de trucs dans votre question. Premièrement, ah si, il y en a pas mal. J'observe d'abord l'éclatement du bloc central, montée des deux forces d'opposition, j'observe d'ailleurs que le bloc d'extrême centre, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, ce bloc-là a jamais été aussi fracturé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez déjà 3 ou 4 candidats à l'élection présidentielle pour ce bloc-là. C'est quand même, ça devrait interroger tout le monde sur la légitimité, l'autorité du président de la République, qui est, je le dis, je l'assume, plus que jamais, et chaque jour qui passe, plus proche de la sortie. Parce que franchement, quand vous êtes même plus capable... Vous croyez qu'on n'ira pas jusqu'au bout? Quand vous n'êtes même plus capable d'avoir une autorité sur votre camp politique, ça dit quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'entre Michel Barnier, Xavier Bertrand, David Lisnard, Bernard Cazeneuve, le problème en fait n'était pas la non-censure, c'était de savoir quel candidat pouvait déjà réunir le bloc macroniste. C'était déjà été ça la difficulté. Et on a parlé de M. Thierry Baudet, M. Darmanin n'en voulait pas, c'est ça qu'on a eu sous les yeux. Bref, tout ça pour dire peut-être que s'ils se hâtent tous à déposer leur candidature maintenant, c'est qu'ils doivent sans doute se dire que le président de la République n'ira pas au bout de son mandat, non ? Mais j'y reviens. Donc, affrontement Le Pen-Mélenchon, c'est inévitable? Je pense que le bloc macroniste est condamné petit à petit à disparaître, qu'aux élections législatives, il a vu son résultat par rapport à l'élection législative précédente baisser sensiblement, et que oui, le pays va vers un affrontement entre le bloc d'extrême droite et le bloc populaire. Et c'est clair que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la figure la plus identifiée du bloc populaire. On ne peut pas exclure une dissolution si jamais on ne parvient pas à stabiliser un gouvernement dans un an de 10 prochains mois. Est-ce que la solution, c'est de changer le scrutin et d'aller vers un scrutin proportionnel? En tout cas, moi, j'ai toujours été favorable au scrutin proportionnel, mais qui ne peut pas être quelque chose de cosmétique et qui, pour nous, s'inscrit dans une vision. Et d'ailleurs, c'est la séquence qui est en train de s'écouler montre à quel point la Ve République a ce côté incroyablement monarchique qui permet au président de la République, en dernier ressort, en quelque sorte, de faire un droit de veto sur le résultat des élections. Donc, le sujet qui est posé de mon point de vue, c'est comment on met un terme à ces institutions de la Ve République et comment on construit une démocratie, une 6e République qui permet effectivement aux citoyennes et aux citoyens d'être maîtres des décisions qui sont prises en leur nom. La proportionnelle en fait partie. La proportionnelle est, à mon avis, incontournable dans cette 6e République. Mais ça va avec un régime qui est un régime davantage parlementaire et moins présidentiel. Du scrutin précédent avec une proportionnelle, ça n'arrangerait pas vos affaires. En fait, le RN serait bien au-delà du nombre de députés actuels et vous auriez un peu moins de députés. Mais vous voyez la différence peut-être entre moi et Emmanuel Macron, c'est que les règles du jeu, je ne cherche pas à les adapter juste en fonction de mes intérêts. Je pense que ce serait plus sain pour la démocratie de faire en sorte que
les Françaises et les Français soient mieux représentés à l'Assemblée nationale que ce qu'ils le sont Donc aujourd'hui. proportionnel, quoi qu'il arrive. Oui, mais encore une fois, j'ai essayé de vous dérouler un raisonnement qui consiste à dire, s'il s'agit juste de changer le mode de scrutin, mais de rester dans les institutions de la Ve République, c'est-à-dire un poids exubérant du président de la République responsable devant personne, je pense qu'on va finalement faire peu avancer le pays. Mais La question elle qui est est posée, agonisante pour vous, la Ve République? elle est agonisante, elle est marquée par une défiance, et la séquence que l'on vient de vivre, malheureusement, ne va pas arranger les choses. Il y a eu déjà un traumatisme démocratique en 2005, c'est-à-dire les Français ont voté non, et finalement ça a été oui. Là, il y aura un deuxième traumatisme démocratique, c'est les Français ont voté majoritairement de manière relative pour le nouveau Front populaire, et c'est un gouvernement de droite qui est nommé. Et ces traumatismes-là, ils affaiblissent la Ve République. Et quand vous ne croyez plus aux règles Le du traumatisme jeu... de même nature? Ah oui, oui. Entre le plus de 50% pour le non en 2005 et le autour de 30% pour le NFP? C'est un traumatisme de même nature, c'est-à-dire qu'il y a un résultat des élections et qu'à la fin, il y a un résultat inverse qui s'impose. Et donc, à la fin, ça finira de terminer, je crois, l'adhésion populaire à la Ve République et la nécessité de réinventer des règles du jeu qui nous permettent de vivre ensemble en démocratie. Et ça, c'est la constituante pour écrire les institutions de la VIe République. C'est ce que nous défendons avec Jean-Luc Mélenchon depuis 20 ans maintenant. Et vous qui aimez la sémantique, Emmanuel Bompard, vous avez remarqué que Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier parce que, soi-disant, il venait d'une droite raisonnable. Est-ce que dans votre vocabulaire, il y a le mot raisonnable ou est-ce que tout est insurrection? Ah, dans le mien, dans celui de LFI. Mais dans celui de M. Barnier, peut-être que M. Macron trouve que M. Barnier vient de la droite raisonnable, mais pour avoir vu quel était son programme à la primaire de la droite, suppression de l'aide médicale d'État, c'est dans le programme de Jean-Marie Le Pen depuis 40 ans. Là, vous parlez de 2021, nous sommes en 2024. Ah, donc il a changé d'avis? Je ne sais pas, il est sous un président de la République qui est peut-être d'une autre politique que lui. Ouais, mais je croyais il faut composer tous ensemble, il va regarder tous les visages. Je croyais que c'était une cohabitation. C'est pas une cohabitation alors? C'est une coexistence existe. Ah non, mais ça, c'est ce qu'a dit le président de la République, mais ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Non, soit c'est une non, mais enfin, c'est pas. Mais son programme de 2021, il y a aussi primat du droit national. Non, mais attendez, est-ce que vous pouvez accepter l'idée qu'il y a à peu près 2/3 des Français qui ont voté pour rompre avec la politique du président de la République? Donc en fait, ils n'ont pas voté pour la coexistence. Pas pour la même rupture, ils ont voté pour la. Mais d'accord, mais ils n'ont pas voté pour la coexistence. Vous fédérez en ce moment, le vote RN. Ils ont voté pour la cohabitation. Le débat. Bref, et vous reviendrez. Je reviendrai. Et en tout cas, en attendant, moi je dis aux gens qui nous écoutent, ne perdez pas espoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour qui passe, Emmanuel Macron se rapproche de la sortie.